on pourrait presque le dire. Et bon, la photo de paysage, elle a une fonction plus informative qu'esthétique à cette époque, enfin, en tout cas en Amérique. Donc ici, c'est une photo qui a été prise en Arizona. Alors on voit, je ne sais pas si on voit très bien, je ne sais pas comment ça marche. Merci. Hop, ici, ce sont des petites tentes. Voilà, donc c'est un campement, en fait. On est avec les pionniers, là. Voilà. Mais bon, je voulais juste vous montrer ces deux images-là pour évoquer cet aspect des choses. Et peut-être vous dire aussi, donc ces deux images-là sont de Timothy O'Sullivan. Bon, lui ainsi que d'autres photographes, en fait, ils ont été engagés dans des expéditions qui explorent l'ouest des États-Unis à partir des années 1860. Donc c'est vraiment une approche documentaire de la nature et puis de son chaos. Alors là maintenant on va passer à une autre photo qui est... là on est toujours aux États-Unis, on est dans les années 1860 puisque c'est la guerre de sécession. Et plus précisément, 1863, c'est une photo de la bataille de Gettysburg. Puisque dans l'Amérique des années 1860, un photographe qui s'appelle Matthew Brady documente comme ça la guerre de sécession. En fait, il a eu l'autorisation du gouvernement de faire des photos et il a organisé des équipes de photographes. D'ailleurs, parmi eux, il y aura le fameux Timothy O'Sullivan dont je viens de parler. Et Matthew Brady, lui prend le parti de montrer l'horreur de la guerre. Voilà, bon, c'est pas vraiment la ville, mais je pense que c'était important aussi, c'est un marqueur comme ça, les guerres, et cette photographie-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'un peu de la même façon qu'en fait, là, il y a une dénonciation, je veux dire, il y avait une dénonciation politique avec cette photo de Brady. Eh bien, là, je vais vous parler d'un photographe qui s'appelle Jacob Riis, qui lui exploite les caractéristiques de la nouvelle technique photographique à des fins aussi politiques, et surtout sociales, puisqu'il dénonce la misère urbaine. Donc Jacob Riis, alors il est né en 1849 et il meurt en 1914. Bon, on peut dire que c'est un des premiers, enfin sinon le premier photographe en tout cas à dénoncer la misère urbaine. Il est d'origine danoise, il a immigré à New York en 1870. Et là, en fait, il est journaliste spécialisé dans les affaires de police urbaine. Donc là, on voit sur cette photo, c'est une photo qui s'intitule Repère de bandits, qui date de cette période-là. Et Jacob Riis, il est reporter de faits divers. Il couvre en particulier le quartier du Lower East Side, à Manhattan, où les immigrants juifs, italiens, irlandais arrivent en mars. Donc là, on va passer à une deuxième image. Alors, Riis, en fait, il dénonce l'indifférence des autorités à l'égard des conditions sanitaires de vie des immigrés. Donc non seulement il est un journaliste, mais c'est un homme, c'est un écrivain aussi engagé. Voilà. Donc il tient des conférences qu'il illustre par ses photographies. Et ces photographies, il les projette grâce à une lanterne magique. Et parce que finalement, il se rend compte d'une chose, c'est que jusque-là, il avait utilisé des plans d'architectes, des dessins, mais il se rend compte que la photographie, elle a une force d'attestation que n'a pas le dessin, parce qu'il y a un effet de réel, évidemment, et avec la projection aussi, c'est plus impressionnant. Une autre de ces caractéristiques, là on va passer cette image-là, de ce travail, c'est qu'en fait c'est un des premiers qui utilise le flash. Alors à l'époque, le flash, c'est pas un petit truc qui est intégré dans l'appareil photo, alors, en fait, comment on déclenche un flash à l'époque? Alors, en plus, c'est un sport très dangereux, parce que c'est le flash au magnésium. Donc, on balance de la poudre dans un récipient, et puis on l'enflamme, et ça fait boum. Donc, c'est un sport un petit peu dangereux, et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'il embauche quelques personnes pour travailler avec lui, et puis l'aider, parce que c'est très difficile, vous imaginez, de déclencher un appareil qui est une chambre photographique, et puis en même temps d'allumer son flash, l'éclair ne durant pas bien sûr très longtemps. Donc avec l'intervention du flash, il va pouvoir fixer sur la pellicule des cours sombres
ou voir des intérieurs avec leurs habitants. D'ailleurs, bon, alors là, voilà, là on voit un exemple typique, on voit bien qu'il y a un coup de flash, comme on dit. Alors, ce que je peux dire de lui aussi, c'est que lui, il n'hésite pas à recadrer ses images pour appuyer son propos. Et il fait aussi poser les personnages dans son cadre. Peut-être on va revenir juste à l'image précédente. Voilà. Là, on peut se poser la question, est-ce que les gens dans cette image n'ont pas posé... Bon, sachant qu'à l'époque, on ne posait pas, c'était un peu compliqué de fixer des personnages aussi sur l'image. Donc, on sait qu'il faisait poser les personnages dans son cadre, donc, afin que la composition renforce ces images. Et il montre aussi des enfants. Et bon, ça, c'est encore valable aujourd'hui. La vue d'un enfant qui souffre, elle est souvent plus révoltante que celle d'un adulte qui souffre. Donc, lui aussi, il a montré des enfants. Donc voilà, là on revient à une photographie de Toddy, on est dans l'Over East Side, et voilà, ce sont des travailleurs, des immigrants qui s'y entassent, qui vivent là, dans ce lieu. Là, encore l'utilisation du flash, et là c'est une mère italienne avec son bébé. Et toutes ces images datent environ de 1890. Alors, je vais juste peut-être terminer sur Riis en vous disant qu'il a publié un livre en 1890 qui s'appelle How the Other Half Lives, comment vit l'autre moitié de la population, en gros. Hein. Et la publication de ce livre lui permet de rentrer en contact avec Theodore Roosevelt, parce que le futur président, c'est alors un jeune politicien, et il est le chef de la police new-yorkaise. Ça, c'est en 1885. Et en fait, il va appuyer Riis dans cette campagne de réforme sanitaire. Et on peut dire que l'action de Jacob Riis, en tant que photographe engagé, a joué un rôle dans la réhabilitation d'habitations insalubres et aussi la création d'espaces publics à New York. Et Riis, après sa mort, en fait, on n'associe plus son nom aux réformes sociales, mais on ne le considère pas vraiment comme un photographe. Et ces négatifs seront redécouverts dans les années 40. Alors, ce que j'ai peut-être oublié juste de vous dire sur lui, c'est que, oui, il travaille avec une chambre photographique en bois. Évidemment, ça n'a pas été posé sur un pied. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un autre photographe qui est dans la lignée de Jacob Riis, et qui s'intéresse aussi à la problématique sociale, et c'est un photographe qui a un engagement social fort. Il s'agit de Lewis Hine. Il est surtout connu pour ses photos qui documentent et puis qui vont dénoncer le travail des enfants ou les conditions de travail des enfants. Lui, il n'est pas photographe à la base, il a fait des études de sociologie, donc il est sociologue, il est enseignant aussi, et il croit en l'impact de la photographie sur la formation sociale. En fait, il pense qu'elle peut faire changer les choses. Donc c'est là où je dis que, on peut le rapprocher de Riis, même aussi. Il n'est pas tout à fait de la même génération, puisque lui, il est né en 1874 et il va mourir en 1940. Donc il fait des conférences, il s'occupe d'expositions au sein d'une association qui s'appelle le National Child Labor Committee. C'est une association qui revendique un contrôle sur les conditions de travail des enfants. Ce qu'on peut dire, c'est que Hine, finalement, il commence à forger un style qu'on appellera plus tard le documentaire social. Et bon, au-delà en fait de la dénonciation du travail des enfants, j'ai choisi de vous montrer cette image qui date de 1908, je crois. Oui, c'est ça, qui est emblématique. C'est une petite fille qui travaille dans une filature. C'est pas la thématique de la ville, mais ça me semblait important de restituer un peu Hine. Donc ce que je vous disais, c'est que au-delà de la dénonciation du travail des enfants, il dénonce aussi plus généralement la misère. Et on va le voir là, ce sont des photographies de Ellis Island, donc l'île dans laquelle par laquelle transitent les nouveaux arrivants en Amérique, quand ils arrivent à New York, puisque c'est là
là, je veux dire, on leur fait leur papier, on vérifie aussi leur état de santé, etc. C'est un genre de camp de transit avant l'arrivée en Amérique, quoi. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise en 1905. Enfin, bon, d'ailleurs, il y en a deux. Là, on va regarder aussi la suivante. Et bon, Hein pendant plusieurs années, va photographier les immigrants qui arrivent à Ellis Island. Et c'est à cette époque-là, à peu près, que finalement, il va beaucoup développer son activité de photographe et progressivement abandonner l'enseignement. Il va également photographier, un peu comme Rhys l'a fait, les taudis, notamment à New York et à Chicago. Donc là, ce sont deux photos, donc ça c'est la première, et la deuxième, on voit les conditions de vie, voilà, des personnes qui viennent d'arriver à New York et qui habitent dans les quartiers populaires. Alors, Hein, en fait, après il va y avoir un genre de... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une parenthèse, mais en tout cas, il va quitter les États-Unis juste après la Première Guerre mondiale. Et il va aller en Europe, notamment dans les Balkans, où il va travailler pour la Croix-Rouge. Et il va revenir 2 ans après, environ. Et là, quand il revient, il a un peu changé de vision sur le monde. Enfin, vous voyez un peu la différence dans le traitement, je veux dire, photographique de ce qu'il montre. C'est-à-dire que là, en fait, il croit au progrès, à la collaboration positive entre l'homme et la machine. Bon, l'homme ne s'efface pas complètement derrière la machine, l'être humain va rester central dans ces images, mais l'être humain est en collaboration et en relation avec la machine. Et donc ça, c'est une image qui est aussi assez iconique, une image très connue de lui, qui date de 1920. Et là, c'est à partir du moment où il va commencer à photographier les corps de métier. On peut dire que son style photographique change, qui devient vraiment plus épique, comme une ode au progrès. Donc là, on voit... alors cette photo, je crois que ça s'appelle Icar sur l'Empire State Building, parce qu'en fait, Hein a fait tout un reportage sur la construction de l'Empire State Building en 1931. Il a alors 56 ans, ça c'est un peu pour l'anecdote parce qu'il a un peu du mal à se hisser à ces hauteurs-là. Mais bon, c'est un travail qui est constitué par plusieurs centaines de photos. Moi, je vous en montre seulement 2. Et c'est un hymne au travail et au progrès. La verticalité de la ville, synonyme de progrès. Donc voilà une autre image de la même année. Donc la photo est prise en plongée. Voilà. Moi je trouve que c'est pas forcément sans rappeler certaines images comme ça qu'on a soviétique, je veux dire de la période soviétique. Ouais. Oui, donc on va parler après. Effectivement, il y a une éloge du travailleur qui est très nette dans cette image. Bon, et on va passer à l'image suivante. Alors, je vous ai remis le fameux Icar, en anglais aussi là, le Skyboy, qui et là c'est tiré d'un livre qui s'appelle Men at Work, qui est sorti en 1932, donc c'est une ode au travail. Donc voilà, ça c'est un peu pour Lewis Hein. Ce que je vais encore dire, c'est que un paradoxe, pas triste, lui il va terminer sa vie dans la misère, alors qu'il aura dénoncé la misère toute sa vie. Et bon, avant de mourir, il lèguera ses archives à un collectif qui regroupe des photographes et des cinéastes, c'est la Photo League. Donc c'est un collectif qui regroupe des photographes et des cinéastes qui sont engagés dans le mouvement de témoignage social. Voilà. Alors là, la transition va être un peu brutale parce que d'abord, ça va être un retour en arrière et puis un photographe
qui a un style très différent, comme vous pouvez le voir, et qui traite de thématiques aussi extrêmement différentes. Donc là, on est vraiment dans le contraste. Vous savez de qui elle est, cette image? Non? Oui, bravo, vous pouvez revenir la semaine prochaine. Alors en fait, c'est Alfred Stieglitz qui est né en 1864 et qui, bon, je sais pas, je dis qu'il va mourir aussi en 1946. C'est une photo qui date de 1893. C'est l'hiver sur la 5e avenue. Donc le territoire de Stieglitz, c'est sans doute le seul point commun qu'il a avec Heine, c'est que son territoire c'est aussi New York. Stieglitz, lui, il est à la fois photographe, critique, directeur de revue et de galerie. Et alors, il est considéré comme un des pictorialistes, c'est un gros mot ça, mais je vais peut-être l'expliquer. Donc, il est considéré comme un des pictorialistes américains les plus connus. Donc, il va beaucoup contribuer à l'acceptation de la photographie en tant qu'art au début du XXe siècle, pardon. Oui, au début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Mais on va voir que c'est un peu plus complexe que ça, parce que Stieglitz, il va changer sa vision sur la photographie. C'est un homme qui est un peu théoricien aussi, et il va pas mal évoluer au cours de sa vie. Bon, en tout cas, là, on est à la fin du XIXe siècle, et puis là, il est pictorialiste. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le pictorialisme. On peut dire que c'est une photographie qui se compare à la peinture. C'est ce premier mouvement, vraiment, enfin, premier mouvement artistique autour de la photographie. Ça va dater de la fin des années 1880 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc les pictorialistes, en fait, eux, ils s'efforcent de copier dans leurs images photographiques des effets picturaux. Ils s'opposent aux photographes qui sont des simples faiseurs de documents, et ils font ça avec différentes techniques. Donc ça peut être à la prise de vue avec des effets de flou. À l'époque, il existe même des objectifs d'artistes qui sont des objectifs qui vont déjà préalablement être fabriqués avec un flou un peu subtil pour rendre des images au contour comme ça, très adoucies, et enlever l'effet de réel en fait de la photographie. Ils interviennent aussi au tirage, donc en utilisant des tonalités variées sur des papiers variés aussi, ou alors ils interviennent directement sur l'image. Donc ils vont gratter leurs photos, ils vont dessiner dessus, certains vont gratter leur négatif. Donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que les pictorialistes, ils rétablissent l'intervention de la main de l'artiste. C'est en cela qu'ils se rapprochent ou se comparent aux peintres. Donc le résultat, je veux dire, dans l'image de tout ça, c'est qu'on va gommer l'aspect précis de la photographie, et donc il y a des rendus comme ça, atmosphériques, ça donne des images qui ont une douceur, voilà, dont on voit, comme je l'ai dit, dont on voit peu les contours. Peut-être pour terminer sur le pictorialisme, il faut savoir que c'était un mouvement international, enfin qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les photographes de différents pays, et que c'est peut-être plutôt, je ne sais pas si c'est né en Angleterre, mais en tout cas il y a une importance du pictorialisme en Angleterre. Si ça vous intéresse, je vous donne deux noms. Il y a Henry Peach Robinson, qui, c'était une photographie plutôt, très, très académique, et Peter Henry Emerson. Et le pictorialisme prenait plutôt comme sujet la nature ou les portraits. Et donc là, on va voir cette photo toujours de Stieglitz, elle date de 1902. C'est le Flatiron Building à New York, le phare passé, je crois, on dit en français. Et donc en 1902, Stieglitz il change déjà un petit peu de théorie par rapport à la photographie, et il crée un mouvement qu'il va appeler la photosécession. Et ce mouvement, c'est une transition en fait entre le pictorialisme et une photographie qu'on va appeler la photographie pure, ou la straight photography en anglais. Donc la straight photography, c'est un mouvement qui va être initié avec Paul Strand, mais ça je vous en parle un petit peu plus tard.
En fait, là, Stiglitz, avec la photosécession, il va définir une nouvelle esthétique de la photographie pictorialiste. Finalement, il estime que la photographie doit aussi prendre en compte des aspects de la vie moderne. Donc elle ne doit pas uniquement traiter des sujets de la nature ou du portrait, et qu'elle doit prendre en compte la ville, la machine, mais tout ça quand même en conservant une approche visuelle pictorialiste, donc avec des flous et des procédés de retouche variés. Donc là, on est encore dans l'influence de la peinture impressionniste sur la photographie. Bon, Stiglitz, il dirige aussi une galerie. Elle s'appelle Little Galleries, mais on la connaît plus sous la dénomination Galerie 291, du nom du numéro sur la 5e avenue, où elle est située. Et cette galerie, elle va accueillir à partir de 1908 des expositions de peintres européens d'avant-garde. Matisse, Cézanne, Picasso, Picabia. Et Stiglitz, en faisant ça, il crée des liens et des relations étroites entre le monde de la photographie et puis celui des arts plastiques. Oui, voilà. Je coupe un petit peu de mon propos. Et ensuite, Stiglitz va encore évoluer. Et là, oui, on peut passer cette image-là. Et lui, il va défendre, influencé par un autre photographe qui s'appelle Paul Strand, il va défendre donc ce type de photographie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la straight photographie. Donc la photographie pure, et ça c'est une photographie qui met en avant ses propres caractéristiques, c'est-à-dire sa capacité à retranscrire purement et simplement la réalité. Donc là, bon, on oublie le flou, la douceur dans les contours, les techniques sur les tirages, et on revient sur une photographie beaucoup plus réaliste. Donc ici, ça c'est une image de Stiglitz qui date de 1907, qui s'appelle The Steerage, l'entrepont, que je vais vous commenter un peu avant de vous montrer deux images de Paul Strand. Donc cette image, Stiglitz, il la promeut déjà, mais 3 ans après la prise de vue, donc vers 1910, comme un emblème d'une direction à suivre pour que la photographie accède à la modernité. Donc voilà, on est encore dans la transition vers la straight photographie. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait sur cette photo? Alors on est sur un bateau, on voit des personnes qui sont plutôt entassées sur deux ponts, de deux niveaux différents. On voit que ce sont des personnes des classes populaires, enfin, on voit leurs vêtements. Bon, sauf peut-être un homme en haut, on ne sait pas trop, qui a un canotier, un chapeau rond, là, vous pouvez le voir. Alors, la scène elle se situe sur un paquebot, et c'est lors d'un voyage des États-Unis vers l'Europe. C'est une image qui a souvent été interprétée comme le retour d'immigrants donc qui auraient raté leur immigration aux États-Unis et qui reviennent en Europe. Mais on n'est pas du tout sûr de ça, à vrai dire. En tout cas, c'est pas ce qui préoccupe Stiglitz. Lui, ce qu'il dit sur cette photo, il dit ceci, je vais lui laisser la parole. Donc lui, il dit la scène me fascinait. Un chapeau de paille rond. Vous voyez, le chapeau, il est là. Voilà. La cheminée penchant vers la gauche. L'escalier à droite. La passerelle blanche avec ses garde-fous faits de chêne. Des bretelles blanches croisées sur le dos d'un homme en bas. Elles sont là. Je vous les montre parce que c'est... Je ne sais pas si vous voyez très bien de la salle. Pardon. Il dit aussi un mât qui se découpait dans le ciel complétant le triangle. J'étais fascinée. Je voyais des rapports de forme, toute une image déjà composée de formes, et par-dessus tout, une nouvelle vision se saisissait de moi. Donc on voit que là il s'intéresse d'un seul coup beaucoup plus à la forme dans la photographie. La forme, bon, c'est aussi ce qui va préoccuper les tenants de la straight photographie. Donc là, on est avec Paul Strand. Donc Paul Strand, il est né en 1890.
Cette photo, qui est très célèbre, elle s'intitule Blind, la femme aveugle, elle date de 1916. Et alors Paul Strand, en fait, lui, il pense que le seul moyen pour la photographie de devenir un art, justement, je le disais tout à l'heure, c'est de mettre en avant ses caractéristiques propres, de retranscrire purement la réalité. Donc, Paul Strand, il va rencontrer Stiglitz parce qu'il fréquente la galerie 291, et puis ces photos seront publiées dans la revue que dirige Stiglitz donc pendant la photosécession. Donc c'est une revue qui s'appelle Camera Work. Et Paul Strand, la photographie le préoccupe de plusieurs façons. Alors, il a suivi les cours de Lewis Hine. Vous vous rappelez, Lewis Hine, on vient d'en parler. Paul Strand, il a aussi une préoccupation sociale. Donc ça on le voit sur cette image. Et ensuite, la deuxième préoccupation de Strand, donc son autre préoccupation, c'est la forme. Et il travaille beaucoup des jeux de lignes, de contrastes, de perspectives. Donc là, vous voyez une photo de Wall Street en 1915. Voilà. Et je vais sur ce repasser la parole à mon ami Frédéric. Oui, alors merci Françoise. Et moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au pictorialisme. Alors, indépendamment de ce que tu as brillamment montré, démontré, effectivement, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a un rapport de force, en fait, entre la photographie et la peinture, c'est-à-dire entre, on pourrait dire, des disciplines qui sont légitimées, comme la peinture, comme toutes les catégories beaux-arts, et d'autres qui aspirent à cette légitimation. Et aujourd'hui, où l'image est partout, on a l'impression que ça va de soi, mais finalement, il y a peut-être qu'à partir des... Alors, je ne sais pas s'il y a ce qu'en pensent les photographes dans la salle, mais peut-être qu'à partir des années 70 seulement, que la photographie a accédé vraiment de plein pied au marché de l'art, peut-être même un tout petit peu après. Donc finalement, c'est cette histoire de légitimité, elle est tout à fait récente, et effectivement le pictorialisme participe de ce rapport de force en voulant finalement se mesurer à la peinture. Voilà. Alors moi je vais reprendre après cette très belle image un peu, je dirais un peu emblématique, un peu froide de Strand, sur quelque chose qui n'est pas moins emblématique, à savoir Metropolis, c'est-à-dire le film expressionniste produit en 1926 par Fritz Lang. Alors c'est un film, juste en deux mots, film muet, noir et blanc, qui a d'ailleurs pas eu beaucoup de succès à sa sortie, et par contre qui a demandé des efforts incroyables en termes de figurants, en termes de moyens. On parle de 350 heures d'enregistrement, une cinquantaine d'automobiles, 25 000 figurants hommes, 21 000 figurants femmes, environ 620 km de pellicules utilisées. Alors, pourquoi évoquer ce film? Simplement parce qu'il est tout à fait pertinent en termes de critique de la ville qui fascine, on l'a bien vu, la ville qui attire évidemment les classes laborieuses. Et justement, ce film superpose la question de ces luttes de classe, pour employer un terme marxiste, dans la ville elle-même, puisque, si vous vous rappelez l'histoire, vous avez deux villes en fait dans Métropolis, c'est-à-dire la ville haute, qui est la ville dominante, la ville des gens, on va dire des contemplatifs, on pourrait dire ça comme ça, et puis la ville basse, celle des travailleurs qui s'épuisent à faire fonctionner la ville.
Donc c'est tout à fait intéressant de se rendre compte que là, il y a une superposition très claire entre un discours social et une représentation de la ville, qui est finalement une représentation assez monstrueuse. Voilà, enfin, moi ça me rappelle aussi le quartier de la Défense, mais bon, ça c'est très personnel. Voilà. Alors une autre image, on sait que les moyens techniques à l'époque étaient tout à fait dérisoires pour faire des effets spéciaux, et donc par exemple les voitures qui étaient des petites maquettes étaient poussées une à une, et donc il a fallu des heures de prise de vue pour arriver finalement à avoir 30 secondes de mouvement. Voilà. Alors ensuite on va passer à autre chose qui est tout à fait aussi emblématique de la représentation de la ville à cette époque. C'est un photomontage qui date de 1917, un photomontage de Paul Citroën, donc évidemment qui n'a rien à voir avec l'inventeur de l'ordinateur automobile. Paul Citroën qui était un peintre néerlandais qui a travaillé au Bauhaus. Il est né en 1896, mort en 1983. Et ce photomontage date de 1919. Donc évidemment, on a la référence à New York ici. Et puis, ce qui est tout à fait étonnant, ou encore ici d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, c'est cette représentation de la densité qui est quelque chose de tout à fait à la fois nouveau et inquiétant, voilà, qui participe des inquiétudes de l'époque. Alors, là c'est une affiche, donc vous vous rappelez que Eugène Atget est mort en 1927, et évidemment dans les années 20-30, des avant-gardes qui prolongent d'ailleurs des mouvements qui avaient été initiés dès les années 10 et particulièrement dès les années 14-15 avec Dada. Donc ces mouvements nouveaux expérimentent une sorte de pratique photographique qui vont évidemment du photomontage à la superposition et puis avec des cadrages qui sont tout à fait nouveaux. Et là c'est l'affiche d'une grande manifestation qui a lieu à Stuttgart en 1929, qui s'appelle donc Film et Photo en allemand, et dans laquelle d'ailleurs Eugène Atget était intégré. Cette manifestation a bénéficié de l'influence de l'artiste Moholy Nagy. Voilà, alors, donc à la même époque, donc en 1931, on a une autre exposition qui s'appelle Photomontage à Berlin. Et puis ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est un grand photographe allemand, qui est Albert Rangerpatz, qui est né en 1897 et mort en 1966, alors qu'il a également été influencé par Eugène Atget. C'est l'époque où on est fasciné évidemment par les nouvelles technologies, le progrès industriel, et Rangerpatz appartient aussi à ce courant qu'on appelle la nouvelle objectivité, qui va aller au plus près du sujet, jusqu'à parfois photographier des objets tout à fait courants du monde industriel, en très très gros plan. Et cette sérialité-là, effectivement, a été, on pourrait dire, déjà initiée par Atget. Alors, on a aussi donc typique du thème de Rangerpatz, donc ces villes industrielles allemandes. Et puis, alors, toujours aussi dans la même veine, une photographe qui est Germaine Krull, née en 1897 en Pologne, photographe allemande qui a eu une vie tout à fait rocambolesque, aventureuse,
impliqué, extrêmement impliqué politiquement, et qui là nous présente une tour Eiffel de sa série Métal. On est donc en 1927. Alors ce qui évidemment permet de comparer donc, la photographie qui se fait aussi en France avec le jeune Adjé, et puis on verra aussi Brassailles, c'est effectivement des sensibilités différentes, et là il y a effectivement une sorte de mise en avant du monde industriel. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, et je vais juste un petit mot sur Rangerplatz, je reviens, excusez-moi, c'est qu'il a produit dans ces années 30 un livre assez important qui s'intitule Le monde de la beauté, et qui représentait tout autant des vues naturalistes que des vues d'objets industriels. Alors, ensuite, pour terminer sur, en tout cas, pour continuer plutôt sur ces avant-gardes, une image du futuriste Panagy, image de 1924. Donc on voit bien que la ville est vraiment une topique importante dans ces avant-gardes, aux côtés alors d'autres préoccupations qui sont évidemment la vitesse. On a toujours évidemment le travailleur, voilà, l'ouvrier, et puis avec ce roulement à bille, toujours l'apothéose de l'industrie, et immeubles qui renvoient certainement à la ville nord-américaine à gauche. Alors on va en passer ensuite en Russie. Donc on fait un petit voyage, vous voyez comme ça, Allemagne, Italie, Russie, enfin en l'occurrence en URSS à l'époque, avec Rodchenko, qui est ce très très grand artiste, leader du mouvement constructiviste russe, né en 1891 à Saint-Pétersbourg et mort à Moscou en 1956. Alors ici on a une image, c'est une affiche qu'il a réalisée avec le poète Mayakovsky, qui dirigeait la revue constructiviste Novilev, et on pense généralement que son intérêt pour la typographie, ce qui permet d'ailleurs de rappeler qu'à l'époque les artistes sont plutôt dans une approche de l'art total et qui dépasse évidemment les frontières, les frontières dans les disciplines sont assez poreuses. Donc son approche de la typographie va influencer sa photographie, qu'on va voir. Voilà, donc là on est à Moscou, et évidemment ce qui saute aux yeux, c'est le cadrage et le basculement de l'image. Et puis, Françoise a employé un mot technique tout à l'heure, elle a parlé de plongée. Donc voilà, on a un exemple typique d'un cadrage en plongée, vu de haut. Et à ce sujet, il faut citer le journal de Rodchenko qui disait l'attention de l'architecture du futur sera tournée vers le haut, car on admirera une maison vue d'en haut et de l'intérieur, et non pas d'en bas comme avant. Voilà. Et la dernière image, c'est l'inverse, c'est-à-dire la contre-plongée, image tout à fait étonnante, vertigineuse, qui rappelle donc cet aspect, cette nouvelle spatialité qui est, comment dirais-je, corollaire de la représentation qu'on se fait de ce nouveau monde en fait qui est l'URSS à l'époque, et qui étrangement ne sera pas, va susciter d'ailleurs des controverses,
Et d'ailleurs, Rodchenko sera accusé de formalisme bourgeois. C'est-à-dire que lui qui pensait dans sa forme justement être révolutionnaire, va être mis en contradiction pour cette même raison. Bien, je reprends la parole parce qu'on va revenir aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a aussi des photographes qui ont eu des points de vue comme ça particuliers. Eux, ils n'ont pas été mis en cause par le régime. Ils ont plutôt été mis en cause par le régime pour d'autres raisons, mais qui sont politiques. Mais bon, tout ça pour vous dire, voilà, je vous montre une série d'images. On peut peut-être juste, il y a 3 photographies, on peut s'arrêter sur celle-ci. Question de point de vue particulier. Donc là, il s'agit de Lisette Model. Lisette Model, qui est née à Vienne, qui a séjourné à Paris, et puis en France, et ensuite s'est installée aux États-Unis à partir de 1938. Là, ce sont des images qui datent de 1940-42. C'est une série qui s'appelle les Running Legs. Donc c'est une vision un peu inattendue comme ça au ras du sol qui montre le déplacement de la foule dans les rues de Manhattan. Voilà. On vous montre que ça, Lisette Model. Enfin, je vous dis simplement que son travail est quand même plutôt de photographier des individus riches ou misérables dans la rue, les bars, les hôtels. Elle montre des gens dans des situations un peu triviales, et elle sera la prof d'une autre photographe connue, Diane Arbus, voilà. Lisette Model, elle fréquente aussi Bérénice Abbott, puisque c'est à peu près la même époque où Abbott est revenue aux États-Unis. Donc on va revenir justement à Bérénice Abbott, qui, je vous le rappelle, avait fait ses portraits de Eugène Adjel en 1926-27. Et donc Bérénice Abbott, en 1929, elle revient à New York. Et à ce moment-là, elle découvre que les photographes, entre guillemets, artistiques, ils font partie du cercle qui est très fermé, de ce cercle dominé par Alfred Stieglitz. Et elle les considère comme snob et élitistes, puis elle ne partage pas trop leur point de vue. Donc elle ne fera pas partie de ce cénacle. Et là, en fait, je vais vous montrer un travail qu'elle a fait entre 1930 et 1940. Et